Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. C'est l'instant Thomas Binet, avec des réponses à vos questions, souvent autour du financement et de l'entrepreneuriat. Au programme d'Osez entreprendre ce matin, Thomas Binet, bonjour. Bonjour Frédéric. Eh bien, comment une passion pour la Provence est devenue une marque mondiale. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de l'Occitane en Provence, quand la nature devient un moteur entrepreneurial. Et puis, art et entrepreneuriat, peuvent-ils faire bon ménage? On reçoit Nathalie Viraud, fondatrice de la Petite Académie, un concept unique d'école d'art haut de gamme, de 4 à 104 ans, devenu un réseau national et maintenant qui s'ouvre à l'international. Et si la créativité était un vrai levier de performance, avec Alexandre Lacharme, entrepreneur et business angel, on voit pourquoi créer à côté de son job n'est plus un luxe, mais une véritable nécessité. Ecoréseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Thomas, vous savez nous prendre par la main, direction la Provence aujourd'hui. Quel talent! Et oui, avec une marque qui a su mettre la nature en flacon, l'Occitane. Une entreprise née d'une passion pour les plantes est devenue un acteur mondial de la cosmétique durable. Racontez-nous ses débuts. Frédéric, tout commence en 1976 quand un jeune passionné de botanique, il s'appelle Olivier Bossan, se lance avec un alambic et de la lavande sauvage. Il crée ses premières huiles essentielles et les vend sur les marchés de Provence. Très vite, il fonde l'Occitane en Provence avec une idée forte, célébrer les richesses du Sud en alliant savoir-faire local et respect de la nature. C'est ce qu'on appelle une intuition qui porte ses fruits. Comment la marque a-t-elle grandi? Grâce à une identité très marquée, des ingrédients emblématiques comme l'amande provençale, l'immortel de Corse ou le beurre de karité du Burkina Faso, tous sourcés de manière éthique. La marque construit des partenariats durables avec plus de 130 agriculteurs et 10 000 cueilleurs. En parallèle, elle développe un réseau international avec ses boutiques aux senteurs méditerranéennes et ses célèbres soins sensoriels. Bon, des sons, des odeurs, des mots bien choisis, bravo, mais il y a aussi une vraie philosophie d'entreprise. Absolument Frédéric, parce que l'Occitane se veut cultivatrice de changement. Cela passe par la traçabilité, la durabilité, l'éthique et une exigence de qualité. C'est aussi une pionnière du vrac dans la cosmétique avec des fontaines rechargeables en boutique et chaque année, la marque soutient des actions locales, reforestation, recyclage, commerce équitable. Chez l'Occitane, chaque geste compte. Donnez-nous des nouvelles, Thomas Binet. Comment évolue cette belle maison provençale? Eh bien, elle continue d'innover, Frédéric, avec 90 établissements de bien-être dans le monde, une présence forte en Asie, des collaborations responsables avec Mood Paris, marque de mode responsable et toujours cette volonté de reconnecter beauté et nature. L'Occitane, c'est bien plus qu'une marque, c'est un art de vivre entre poésie, engagement et authenticité. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Oui, le grand entretien de Thomas Binet. Nous sommes avec Nathalie Viraud, fondatrice de la Petite Académie en 1996. C'est le premier réseau en France avec 30 écoles d'art haut de gamme pour enfants à partir de 4 ans et pour adultes. Vous êtes madame l'invitée de Thomas Binet. Bonjour Nathalie Viraud. Bonjour Thomas. Nathalie Viraud, comment vous est venue l'idée de créer la Petite Académie? Parce que c'est un véritable succès aujourd'hui, il faut le dire. Alors, la Petite Académie est née d'un besoin profond de créer un projet aligné avec mes valeurs. J'avais très envie de faire j'aime toujours la peinture, l'art, et donc je me suis dit, ça serait bien de créer quelque chose qui soit aligné avec ce que j'aime, et j'ai marqué sur un papier, j'aime les enfants, j'aime la peinture, j'aime l'art, et voilà, j'ai créé. Parce que vous êtes une artiste dans l'âme? Je suis une artiste à la base et pas du tout une entrepreneuse. D'accord. Donc, au départ. Mais bon, pour amener justement ces souhaits en entrepreneuriat, il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut oser. Parfait. D'ailleurs, on est à la bonne radio, je crois. Vous êtes au bon endroit, effectivement. C'est quoi le concept de la Petite Académie? Comment vous pourriez le résumer? Alors, la Petite Académie, c'est faire en sorte que les enfants viennent dans une très belle école, raffinée, où on leur apprend, d'après les grands maîtres, en fait, on a créé une méthode qui nous permet de faire en sorte qu'ils font des tableaux, ils arrivent à créer des tableaux magnifiques, parce qu'il y a des bases, parce que c'est bien réfléchi, et donc, du coup, ils arrivent à faire des très beaux tableaux, et leurs tableaux sont mis dans toutes les petites académies. Voilà. Alors justement, ça se traduit par des stages, des cours, c'est pendant les vacances, c'est évidemment désynchronisé de l'école traditionnelle, de manière à permettre aux enfants, et je le disais, c'est syndrome Tintin que vous nous faites, 7-77 ans, vous l'avez traduit entre 404 ans, c'est ça? Un peu augmenté,
Un peu pour la augmenté, rentabilité. Oui, et puis l'allongement de la vie, notoirement. 30 000 stages par an, hein, précisons quand même. Vous appelez ça l'école de gaieté? Oui, alors ça c'est Pourquoi très important. Parce qu'en fait, quand les enfants viennent à la petite académie, déjà il y a de la musique, c'est joyeux, ils dansent un petit peu et après ils s'installent. Et en fait, voilà, moi quand j'étais petite, j'aimais pas trop l'école, du coup j'avais envie de faire le contraire. À quel besoin vous pensez pouvoir correspondre avec cette petite académie? Parce que quand vous avez eu l'idée, c'était par rapport à vous-même, vous nous l'avez dit, vous avez fait votre liste, vous aimez les enfants, vous aimez l'art, vous aimez toutes ces choses-là, et puis il a fallu le formaliser. À quoi vous essayez de correspondre par rapport aux enfants? Parce que c'est principalement votre clientèle, disons-le. Oui, c'est ça. En fait, c'était très difficile justement de formaliser ce concept, en fait. Et puis du coup, le fait que ce soit vraiment il y a un protocole maintenant, c'est bien fait, et donc du coup, les enfants peuvent venir les jours, les mercredis, les samedis, les soirs après l'école, voilà. En fait, il y a un modèle économique maintenant qui est bien fait. Alors on va en parler dans un instant, mais qu'est-ce qui rend votre modèle justement, j'allais dire, dans le contenu, hein, dans le concept, différent de ce que l'on peut avoir par ailleurs? Parce qu'il y a des cours au lycée, il y a des cours au collège, il y a même des cours en primaire sur ces choses-là, et puis les mairies aussi prennent leur part. Oui, en effet. Donc, en fait, c'est vraiment des écoles-galeries, en fait. C'est vraiment très raffiné, très beau. Et puis, les enfants sont extrêmement mis en valeur. Ils arrivent à faire des tableaux qui sont magnifiques. Et du coup, ils savent même pas que c'est eux qui les ont faits tellement ils sont beaux. Alors, on s'est intéressé à l'artiste, on va s'intéresser à l'entrepreneur, même si vous dites que vous ne l'êtes pas forcément. Quelle est la principale difficulté? Si difficulté il y a eu que vous avez rencontré au lancement? Déjà, on m'avait dit tu vas pas réussir parce que c'est ta personnalité qui fait que les enfants t'aiment bien, les parents t'aiment bien et tout ça. Puis en fait, finalement, je m'aperçois qu'on peut dupliquer. Oui, parce que, pardon, j'insiste pour nos auditrices et nos auditeurs, vous avez ouvert effectivement, c'est en logique de franchise principalement, ce qui veut dire qu'il y a d'autres responsables, d'autres directrices ou directeurs de petites académies à travers la France. Oui, c'est ça. Il y a 27 franchises et 3 succursales. C'est ça. Et donc, en fait, ce qu'il vous disait au début, c'est que c'est votre personnalité qui était marquante. Et du coup, ça allait être la difficulté, c'est dupliquer le modèle avec d'autres personnes. C'est ça, mais en fait... Et pourtant, je me suis bien entourée. En fait, j'ai été aidée. Maintenant, je travaille avec mes filles. Et puis, j'ai pu faire évoluer le concept petit à petit, quoi. Au début, c'est toujours un peu difficile. Je me suis ratatinée. Mais après, avec de la constance, j'y suis arrivée, quoi. Alors, vous travaillez effectivement en famille. En famille. Ça, c'est une recette de réussite aussi, ça? Ah oui. Oui. C'est particulièrement agréable et c'est vrai que c'est une recette déjà pour la confiance. Tout le monde a les mêmes motivations, tout le monde a envie que ça marche, donc c'est très important. Ouais. Alors je le disais tout à l'heure, effectivement, avec désormais 30 écoles, dont 6 ouvertes en 2025 et 3 en propre, vous avez adopté le principe de la franchise pour 27 d'entre elles. Pour quelle raison avoir choisi ce modèle? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui veulent entreprendre, qui se disent je vais créer ma petite TPE, hein, ma petite entreprise ou ma PME. En tout cas, je veux être à mon propre compte. La franchise n'est pas forcément. Pourtant, c'est un modèle qui date des années 80, toujours retenu. Pourquoi vous avez décidé de choisir ce modèle-là et pas de rester en intégré? Puisque, comme je l'ai dit un instant, vous en aviez déjà 3 à vous. Parce que je pense quand même que la franchise, une fois que le travail est vraiment bien fait en amont, que le protocole est très bien écrit, que tout marche bien, c'est quand même plus facile au niveau du développement, parce que d'avoir que des succursales, c'est quand même très très difficile, surtout pour le personnel, il y a énormément de... C'est plus difficile, quoi. Alors justement, l'entrepreneur que vous êtes, qu'est-ce qui vous prend plus de temps dans votre quotidien? L'administratif. Alors, qu'est-ce que vous entendez par administratif? Soyons précis. C'est leur rapport avec, le trésor public, votre expert comptable, c'est les aspects économiques de l'entreprise ou c'est les déclarations, c'est quoi? C'est tout ça, plus d'être très proche des franchisés, en fait, ça prend beaucoup de temps. On fait des réunions très souvent, on doit toujours faire en sorte que les programmes soient faits à temps, on essaye de faire évoluer le concept, enfin voilà, ça prend beaucoup de temps. Tout ça prend beaucoup de temps. Et vous êtes en train d'internationaliser votre concept puisque vous avez ouvert en Suisse votre première unité. Voilà, c'est ça, en Suisse. Et c'est quoi les projets justement de la petite académie? C'est d'aller ouvrir d'autres en Suisse, dans d'autres pays? C'est quoi votre idée aujourd'hui? Alors la personne qui a ouvert en Suisse aimerait bien développer la Suisse, donc peut-être devenir master franchisé. Alors pour l'instant elle fait un essai à Fribourg. Et on est en contact aussi avec l'Espagne. On va peut-être ouvrir aussi en Espagne. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous referiez différemment? Et ça sera ma dernière question. Non, rien.
Tout à l'identique. Tout à l'identique, même les coups que je me suis pris. Et ben en fait, comme ça m'a appris à grandir et à faire. Non, je changerai rien du tout. Parfait. Merci à vous. J'aurais dû y aller dès mes 4 ans, finalement, Thomas Binet, parce que je n'arrive toujours pas à peindre. Je passerai quand même par la petite académie dont la fondatrice, Nathalie Viraud, est passée nous voir dans Oser entreprendre. Tout de suite, place à Alexandre. Sud Radio, Oser entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Et oui, Thomas Alexandre Lacharme, entrepreneur, business angel et consultant pour Oser entreprendre est avec nous. Aujourd'hui, on parle de l'importance de la créativité en parallèle de notre activité principale. Oui, Frédéric. Alexandre, à l'heure actuelle, est-ce que beaucoup de salariés parviennent à cultiver une activité créative à côté de leur travail? Ça va intéresser notre invité du jour. Tout à fait, Thomas. En réalité, c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Et les études le montrent. Une recherche menée auprès de 400 salariés a révélé que ceux qui avaient un hobby ou un projet créatif en dehors du travail étaient jusqu'à 30% plus productifs. Et quels en sont les bénéfices? Les activités contribuent à un véritable mieux-être. D'après une enquête récente, les loisirs artistiques sont associés à une hausse sensible du sentiment d'accomplissement et d'un sentiment de contrôle sur sa propre vie. Alors on pourrait penser quand même que le manque de temps, un emploi à temps plein, la famille, les obligations, bon, tout ça c'est effectivement des contraintes dans beaucoup de cas de figure. Comment faire pour dégager ce fameux temps pour créer sans craindre de tout sacrifier, Alexandre? Eh bien, c'est là que la volonté et l'organisation entrent en jeu. Beaucoup de side projects, comme on dit, ou activités artistiques se font en soirée et le week-end. De plus, selon une étude de 2024, près de 79% déclarent le faire par passion ou intérêt personnel, pas uniquement pour gagner de l'argent. Alors, quel conseil donneriez-vous à ceux qui hésitent ou qui pensent d'ailleurs manquer de temps, mais qui aimeraient pourtant s'essayer à créer, écrire, peindre, assouvir leur passion? Eh bien, en premier lieu, Thomas, comprendre qu'il s'agit en réalité de prendre de bonnes habitudes pour soi. Un quart d'heure d'écriture au réveil ou le soir, ou un atelier le week-end. Téléphone éteint, bien évidemment. Ces petits moments précieux permettent de se retrouver en se préservant de nos omniprésentes distractions. Pour conclure, Alexandre, pourquoi rester créatif à côté de son job aujourd'hui à l'aube de 2026? Car c'est le meilleur moyen de se prioriser en prenant ce recul, cette hauteur nécessaire, en levant la tête du guidon et de nos écrans. C'est donc un exercice vertueux à tout point de vue. Merci Alexandre. Vous avez entrepris, maintenant vous allez investir. Thomas, vous restez là, vous investir dans un instant. Après la pause. Sud Radio, Oser entreprendre, Thomas Binet.